Merci. Donc il me revient la difficile tâche de conclure après, on va dire, cette effervescence de réflexion depuis ce matin. Donc heureusement que j'ai pris quelques notes, donc ça va être un petit peu en vrac et selon l'ordre dans lequel j'ai pris aussi mes notes. Je voulais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec les notes que j'ai prises et qui était par un grand merci que je voulais adresser à celui qui a été la cheville ouvrière de cette journée et sans lequel elle n'aurait pas pu avoir lieu. Je veux dire, et je veux citer Gérard Vial qui est ici présent. Je lui demande de se mettre debout, qu'on puisse voir qui est Gérard Vial, pouvoir l'applaudir. Parce que c'est grâce à lui qu'on est tous réunis là aujourd'hui, et c'est grâce à lui et à Robert qui a pu contacter dans le réseau qu'on a pu faire des tables rondes aussi diverses et aussi fructueuses. Merci Gérard de cette belle réussite qui est due mais qui est aussi collective. Donc dans les notes que j'ai pu prendre sur ce que les uns et les autres ont pu dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'intervenants, j'ai noté de Guillaume Duval que la Bretagne pouvait être une exception qui pourrait gêner la France. Et pourquoi? Parce que la Bretagne, du coup, si elle obtenait l'autonomie régionale qu'elle demande, dans le cadre de ce fédéralisme solidaire, apporterait la preuve qu'un anti-modèle, au modèle jacobin et parisiano-centré, serait non seulement viable économiquement, mais apporterait en plus une plus-value démocratique. C'est quand même remarquable dans une époque de questionnement qu'on puisse dire on est en pleine crise, la démocratie est en crise, l'humanisme même est en crise, au-delà des questions économiques, sociales, etc. Et qu'un modèle de gouvernance, pour autant qu'il soit dédié à un modèle politique, pourrait apporter plus de démocratie et donc plus de bien-être. C'est quand même pas banal de le dire. En effet, et là j'allais revenir à des choses qui n'ont pas été dites aujourd'hui, mais qui étaient sous-jacentes et qui sont retrouvables sur Internet. Selon le classement de l'OCDE classe tous les États qui existent sur la planète. Donc il y a 3 catégories. Vous avez les démocraties abouties, les démocraties non abouties, les démocraties autoritaires et les régimes totalitaires. Les Français sont persuadés qu'ils sont les parangons de la démocratie sur la planète. Et même pas du tout, selon le classement de l'OCDE. La France n'est pas classée dans la catégorie des démocraties abouties. Elle est classée dans la catégorie des démocraties autoritaires. Ce qui veut dire qu'avec les propositions de l'UDP, nous pouvons aider la France et la République à faire des progrès sur le chemin de la démocratie. Vous voyez un petit peu tout le bénéfice qu'il y a à avoir l'UDP dans le paysage politique. On peut aider la France à faire des progrès, c'est quand même pas rien, et à s'améliorer. Un nouveau club breton. Tout à fait. Liam Fauchard posait la question tout à l'heure du possible centralisme solidaire et d'un possible fédéralisme inégalitaire. Et pour paraphraser un ancien président de la République qui disait « avec moi, tout est possible », je dirais qu'avec le fédéralisme et l'autonomie régionale, tout est possible aussi. Le meilleur comme le pire. Le pire serait de reproduire au niveau régional l'égoïsme des États-nations et de reprendre à un niveau régional le libéralisme à l'œuvre dans le centralisme. Le meilleur, et c'est ce pourquoi l'UDP se bat, une autonomie régionale au service des solidarités. C'est-à-dire des solidarités intra-régionales, certes, des solidarités avec les autres régions environnantes, mais aussi avec le reste de la planète, et enfin des solidarités transgénérationnelles avec les générations futures et à venir, ce qui implique la notion de responsabilité. Voilà ce que pourrait être le pire comme le meilleur dans le fédéralisme, au service du libéralisme ou au service des solidarités. C'est ce qu'on pourrait définir comme un projet politique autonomiste de progrès social, donc de gauche, comme nous l'entendons. Yvon Olivier, qui est toujours dans la salle, je cite beaucoup de personnes qui ont fait des bonnes citations que j'ai reprises, disait « Obtenons d'abord l'autonomie, puis la réunification, le volet social suivra ». J'ai une petite différence d'appréciation. Je pars du principe, et je pense que mes camarades du VIDB le suivront, que la réunification, l'autonomie régionale
le progrès social sont indissociables. C'est pas l'un d'abord, les autres automatiquement. Si on obtient l'autonomie de la Bretagne, qui nous dit que ça sera pour du progrès social? Parce qu'à entendre un grand patron de l'agroalimentaire, dont on ne citait pas de nom ce matin, qui réclamait, ça fait 3 semaines, l'indépendance de la Bretagne carrément pour en faire une zone franche et pouvoir appliquer au nom de la compétitivité bien comprise un salaire différencié, là je ne peux pas être d'accord. Dans ce cas-là, je préfère que la Bretagne ne soit pas autonome, mais qu'elle reste sociale et solidaire. Justement, pour reprendre un petit peu l'affiche, qui disait dans son titre centralisme inégalitaire, ce matin la démonstration a été faite qu'effectivement le centralisme est inégalitaire par essence, des inégalités entre territoires, entre individus. Il n'y a plus besoin d'aller plus loin sur la démonstration. Le fédéralisme et l'autonomie solidaire comme outil efficace pour l'égalité des territoires, oui. Mais est-ce que c'est un outil en soi pour la justice sociale? Non. Il faut derrière et accoler un projet social. C'est ce que démontrent justement les mobilisations actuelles en Bretagne, la mobilisation des bonnets rouges que certains et surtout des médias ont voulu diaboliser, parce que ça fait peur, effectivement, quand on ne comprend pas les ressorts et les leviers qui font aller ensemble à Quimper des patrons, des salariés, des syndiqués sans leur drapeau, des partis de gauche. Il y avait Résistance, il y avait le NPA, il y avait l'UDB, le parti centriste et le parti breton. Il y avait des petits artisans, des petits commerçants, il y avait ce que j'appelle des travailleurs, qu'ils soient indépendants ou salariés, bref, ce qui fait une société, ce qui fait sens, ce qui fait une société. C'est-à-dire que ça n'était pas une manifestation socio-professionnelle bien définie, c'était une manifestation qui a rassemblé la société bretonne dans son ensemble et dans sa diversité. Parallèlement avait lieu à Carhaix, ce même 2 novembre, une autre manifestation à laquelle aussi les militants du DB participaient, parce que le mot d'ordre lancé, c'était les militants peuvent participer à l'une ou à l'autre selon leur conscience. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestants du DB à Quimper, un peu moins à Carhaix, mais on y était sur les deux. Et c'est un petit peu dommage, parce que dans un communiqué, j'avais dit, on regrettait un petit peu la division des forces dans ce moment aussi important. Et il est vrai aussi que là, la manifestation d'aujourd'hui qui avait lieu pendant que nous débattions ce matin sur la RAP, la région administrative Bretagne, donc dans les 4 villes, les 4 départements de la région administrative, a réuni selon qu'on lise la presse ou qu'on écoute les organisateurs, de 4 000 à 8 000 personnes, ce qui est pas mal, sur des mots d'ordre toujours vifs, décidés de travailler au pays, que le 30 novembre, il y a à nouveau un grand rassemblement à Carhaix qui devra être aussi très fort, parce que la pression doit être maintenue, parce que tout est une histoire de rapport de force, on l'a dit, d'autres l'ont dit. Si on laisse tomber le soufflet aujourd'hui, dans les ministères et dans les services qui sont en train de rédiger les dernières versions du pacte d'avenir pour la Bretagne, qui devait être voté le 12 décembre au Conseil régional de Bretagne, et signé ensuite le lendemain donc, par la venue en Bretagne du Premier ministre, parce que pour bien signifier que c'est un document breton écrit par les Bretons pour la Bretagne, et que ça n'est pas un document parisien qu'on signe à Paris ou qu'on signe en préfecture, symboliquement parlant, il était important que ce soit le Premier ministre qui se déplace en personne chez nous pour venir signer un document qui émane de chez nous. Alors sur la nature de ce document, c'est vrai que son écriture finale n'est pas terminée. Qui participent activement, bon, les députés bretons, les parlementaires bretons, mais aussi les élus régionaux, donc à travers la mise en place d'un groupe de suivi politique du pacte d'avenir pour la Bretagne. Mais il est vrai aussi que pour l'UDB, au-delà des réponses à l'urgence de la crise dans l'agroalimentaire, il y a aussi des réponses beaucoup plus larges à apporter à la crise qui est beaucoup plus large que celle de l'agroalimentaire en Bretagne aujourd'hui, et que pour nous passe d'abord, avant les réponses ponctuelles et les réponses à des problèmes précis, la réponse par la question de la gouvernance. À savoir que nous avons bien fait savoir, les élus régionaux UDB, que ce texte devrait absolument contenir une référence à ce qui était la contribution bretonne avec le pas de décentralisation, et qu'il n'était ni plus ni moins qu'une demande d'expérimentation, différenciation de droits délégués à la région Bretagne
pour qu'on puisse incarner le verbe décider au pays, c'est-à-dire décider nous-mêmes de ce que doit être l'avenir de la Bretagne. Parce que sinon, les 3 mots pacte d'avenir pour la Bretagne ne voudraient rien dire. Il n'est pas envisageable pour nous que la Bretagne ait un avenir sans ce premier droit préalable aux autres. Tout le reste ne sera que financement d'actions destinées à apaiser et à calmer la colère bretonne. Donc je le redis d'une manière très marquée encore devant vous, pour que ça soit répété et entendu, parce que c'est très important, on le dit, on le répète, on est à un moment clé de l'histoire de la Bretagne, qui ne se reproduira peut-être plus avant 15 ou 20 ans. Une fenêtre est ouverte, si on la laisse se refermer, on aura raté une occasion unique. Donc c'est vrai qu'on mobilise nos énergies à tout niveau, élus régionaux, partis, parlementaires, pour que, autant au niveau de l'UDP qu'au niveau, effectivement aussi, des régionalistes convaincus du Parti socialiste, le travail soit fait et qu'ils sentent qu'ils ont notre soutien pour aller de l'avant. Je parle de Jean-Yves Le Drian, effectivement, mais aussi Jean-Jacques Leroy, et bien d'autres, et tous ces parlementaires bretons qui ont signé, effectivement, ces lettres communes demandant une télévision bilingue sur les 5 départements, demandant la ratification de la charte, etc., etc. On doit réactiver et soutenir toutes ces personnes-là aujourd'hui, hein, parce que le moment est très important. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore que j'avais... Ah oui, voilà, Yvon Olivier, autre citation. Nous vivons dans un état paralysé et dans le mensonge. Je suis complètement d'accord. Un mensonge perpétué par le mythe national d'une France, fille aînée de l'Église, une et indivisible, dépositaire d'une langue exceptionnelle. J'ai synthétisé à peu près la définition de ce que serait la France selon ce mythe. Et je ne connais au monde qu'un seul État et un système qui pourrait être comparé à la France et à son système. Je vais peut-être vous étonner, mais il s'agit du Vatican, du vaticanisme et de la langue latine comme langue universelle, avec comme principe de gouvernance l'infaillibilité de l'Église. À peu près là-dedans. Ils ont même François. Il y en a 2 papes François. Il y a le François Ier pour ça dernier. C'est à peu près, parce qu'on est quand même dans des notions dogmatiques et dans des notions d'infaillibilité. La seule comparaison à laquelle je suis aboutie, ça fait quelques années où j'ai abouti et que je ressors de temps en temps devant certaines personnes qui sont tellement obtus dans le raisonnement que je leur dis, mais finalement, vous êtes vaticaniste. Ils me disent, ah non, vaticanisme. Je dis oui, parce que, et voilà, je leur fais la définition du vaticanisme à ma sauce par rapport justement au jacobinisme. Et effectivement, voilà de quoi paralyser une société entière. Effectivement, la société française est paralysée, sclérosée, elle ne peut plus bouger. Et ce qui est un peu dommage, c'est que l'histoire de France le dit, quand on a appris son histoire de France à l'école et qu'on relit régulièrement des livres d'histoire, les évolutions à la française ne se font jamais d'une manière progressive, mais toujours malheureusement dans la violence et par crise épisodique, qui remettent en place trop souvent aussi malheureusement un système quasiment à l'identique qui va reproduire les mêmes phénomènes, qui va reproduire les mêmes fatigues, qui va reproduire les mêmes crises. Donc j'ai envie de dire qu'il est urgent de sortir aussi de ces cercles infernaux et si peu vertueux qui bloquent finalement, quand je dis société, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui souffrent de cette société, qui n'a rien à envier finalement à l'ancien système de l'Union soviétique. Des fois aussi, pour blaguer, je dis à des personnes, si vous voulez visiter le dernier des pays de l'Est qui reste, visitez la France. C'est la gouvernance. Oui, le temps. Je n'ai pas de larmes. Et donc, je vais essayer de faire court. Alors, finalement, donc, c'est vrai que la France est corsetée dans le carcan du centralisme. Et si Coco Chanel a libéré les femmes du corset, le fédéralisme et l'autonomie régionale solidaire pourront libérer les énergies des territoires, et l'UDB est dans ce contexte un parti anti-mythe, LYTH. Et donc je vais arrêter là parce qu'on me fait signe que le cocktail est prêt. Voilà, merci beaucoup.
Et il vous est rappelé que vous pouvez emporter gracieusement ce numéro d'Alternative économique.